Salut à tous, moi c'est Osman. Imaginez un pays ou une nation au sein duquel règne une ambiance continuellement tendue, où une différence notable sépare deux mondes. Les habitants qui n'ont pas la même valeur en tant qu'humains sont considérés tantôt comme de simples habitants, tantôt comme des citoyens de seconde zone, et tout ça sur base de leur identité et de leur couleur de peau. Dans ce pays où les inégalités sont plus que présentes, votre destinée et votre rôle dans la société sont décidés à votre naissance. La haine et le mépris qui prédominent rendent la vie de certains très misérable, et ils vivent littéralement l'enfer sur cette terre. Ce semblant de dystopie qui paraît plutôt irréaliste représente en fait la vie que devaient mener des centaines de milliers de personnes il n'y a pas fort longtemps. Et nous allons parler aujourd'hui d'une personne symbolique ayant joué un rôle important pour rendre ce monde un peu plus juste et beaucoup plus beau. Rosa Louise McCauley est née le 4 février 1913 en Alabama aux États-Unis et elle est l'aînée d'une famille afro-américaine. Lors de son enfance, ses parents ont pris la décision de se séparer. Rosa choisit de rester avec sa mère et s'installa avec elle dans la ferme de ses grands-parents, à Pine Level, près de Montgomery. Il régnait dans la société américaine une ségrégation raciale quand Rosa était encore une enfant. Pour ceux qui ne savent pas, la ségrégation raciale, c'est une discrimination qui rompt l'égalité entre les citoyens d'un même État en raison de leur origine raciale. Ce n'est pas comme une séparation qui peut être vue comme deux groupes qui ne veulent pas être ensemble, mais plutôt le rejet d'une minorité par un autre groupe démographiquement dominant. Donc dans la ségrégation, les citoyens sont divisés en deux et il y a des différences dans les activités du quotidien, la vie professionnelle et l'exercice des droits civiques. Les droits civiques sont en fait des privilèges accordés par une nation aux personnes qui vivent sous ses lois, contrairement aux droits de l'homme qui sont universels et accordés à tous les humains sans condition. Aux États-Unis, durant près d'un siècle, des discriminations étaient appliquées selon les lois Jim Crow. Jim Crow, qui est une expression péjorative, désignant les personnes noires vivant aux États-Unis. Au lendemain de la guerre de sécession, la Constitution américaine est rédigée et des amendements sont ratifiés. Le 14e de ces amendements garantit à toute personne née ou naturalisée aux États-Unis, et donc les anciens esclaves y compris, une citoyenneté et sanctionne toute éventuelle discrimination. La Cour suprême prend plus tard une décision ségrégative. Le concept séparé mais égal n'est pas reconnu comme violant ce 14e amendement, et par conséquent, les gouvernements des États pouvaient exiger que les transports, les logements, l'éducation, les soins médicaux et d'autres services encore soient séparés par race. Cependant, ce concept soi-disant égalitaire avait rapidement été oublié, et la différence en termes de qualité de vie se creusait de plus en plus. Selon le rapport du surintendant à l'instruction publique de Floride de l'année 1934, malgré qu'une bonne partie de la population soit de race noire, le budget réservé aux Afro-Américains était beaucoup plus bas que celui réservé aux écoles des Blancs. Les cours pour les Noirs avaient lieu dans des églises, des cabanes, et ce, sans banc ni tableau. Donc si vous étiez un citoyen blanc durant cette époque, vous aviez le droit d'exercer des métiers nobles. Vous pouviez par exemple contrôler le déroulement des audiences en tant que juge, soigner des patients en tant que médecin, enseigner et propager le savoir en tant que professeur. Si vous étiez afro-américain par contre, vous connaîtriez de réels problèmes pour trouver un emploi. Vous devriez travailler en tant que domestique par exemple ou seriez embauché pour des métiers considérés comme dégradants. C'était une époque où il y avait une certaine idéologie de suprématie. Les rues étaient non sécurisées, des homicides et des assassinats non résolus avaient lieu presque tous les jours. Les Afro-Américains devaient connaître leurs limites. S'ils se révoltaient, ils étaient arrêtés et parfois même tués. Rosa affirma se souvenir de son grand-père montant la garde la nuit devant la ferme contre les actions du Ku Klux Klan. Face à des situations d'insécurité, les habitants craignaient le pire chaque jour tout en continuant de vivre. Les transports scolaires en autobus étaient réservés pour les enfants blancs et les enfants de couleur qui n'avaient pas ce privilège étaient contraints de se déplacer à pied. Elle cita sur ce sujet: « Le bus fut un des premiers éléments par lesquels je réalisais qu'il y avait un monde pour les noirs et un monde pour les blancs. Les voyageurs prenant le train ne pouvaient pas siéger où ils le voulaient. Les conducteurs de trains de voyageurs devaient assigner à chaque passager le wagon ou le compartiment qui lui était destiné selon sa couleur. Le métissage dans cette société était également interdit. Une personne noire ne pouvait pas épouser une personne blanche et vice-versa. Jusqu'à ses 11 ans, Rosa fut éduquée à la maison par sa mère. Celle-ci était très attachée à ce que sa fille reçoive une bonne éducation et l'envoya ensuite à l'école industrielle de Montgomery pour filles. C'était une institution qui avait été fondée par des familles blanches du nord des États-Unis pour les enfants noirs. Pour ses secondaires, elle commença ses études à l'Alabama State Teachers College, qui est aujourd'hui connu sous le nom d'Alabama State University. Mais elle est contrainte de les arrêter pour s'occuper de sa grand-mère qui était malade. Elle trouvera son bonheur auprès de Raymond Parks, qu'elle épousera à ses 19 ans.
Raymond était un militant investi dans la NAACP, qui est une organisation américaine de défense des droits civiques qui promouvait les gens de couleur. Raymond encourage Rosa à reprendre ses études secondaires, qu'elle achèvera en 1934. À une époque où seulement 7% des Noirs obtiennent ce niveau d'études. Malgré son niveau, personne ne voulait confier un travail important à Rosa et elle travailla en tant que couturière. Ces injustices auxquelles elle faisait face poussaient Rosa à s'investir de plus en plus dans la NAACP. Les conditions de vie étaient très difficiles et la ségrégation se marquait également dans les transports en commun, comme je l'ai dit plus tôt. Les sièges de l'avant du bus étaient réservés pour les blancs et les noirs étaient obligés de s'asseoir dans les sièges du fond. Lorsqu'il n'y avait plus de place pour les blancs, les citoyens de couleur devaient leur céder leur place sous les directives du chauffeur et devaient rester debout ou attendre le prochain bus, malgré qu'ils représentaient 75% des utilisateurs. Le non-respect de ces règles n'était pas sans conséquences et entraînait des arrestations. En l'an 1943, Rosa sortait de son travail épuisée et s'apprêtait à rentrer chez elle au plus vite en autobus. Elle avait payé son billet au guichet à la porte avant et s'était directement dirigée vers le fond du bus, au lieu de descendre et de remonter par la porte arrière, comme l'exigeait le règlement. Le conducteur James Blake lui avait ordonné de descendre et de remonter par l'arrière. Elle descendit suite à ça du bus, mais il démarra avant même qu'elle ne puisse remonter dedans. C'était un coup dur pour Rosa, elle s'était fait expulser du bus et a dû attendre le prochain. Elle se promit suite à ça de ne plus jamais remonter dans le bus conduit par ce même chauffeur. Une dizaine d'années plus tard, le 1er décembre 1955, alors qu'elle se précipitait pour rentrer chez elle, elle prit le bus qui était rempli ce jour avec des passagers blancs qui étaient restés debout. Quelques passagers noirs s'étaient levés pour céder leur place, mais pas Rosa, qui restait assise. Le chauffeur se précipita vers elle et, ironie du sort, elle vit qu'il s'agissait de James Blake, celui qui l'avait expulsé du bus autrefois. Rosa avait carrément refusé de céder sa place à un homme pour aller se mettre au fond, dans la zone réservée aux Noirs. Elle était bien consciente de la violation de ses droits et écrira sur ce sujet dans son livre « Les gens racontent que j'ai refusé de céder mon siège parce que je suis fatiguée, mais ce n'est pas vrai. Je n'étais pas fatiguée physiquement, ou pas plus que d'habitude à la fin d'une journée de travail. Je n'étais pas vieille alors que certains donnent de moi l'image d'une vieille. J'avais 42 ans. Non, la seule fatigue que j'avais était celle de céder. » Rosa refusait donc d'obéir et assumait complètement son acte. Le chauffeur immobilisa le bus suite à ça et appela la police afin que Rosa soit arrêtée. Elle sera convoquée au tribunal, jugée de désordre public ainsi que de violation des lois locales, et elle reçut une amende de $15. Fin de l'histoire pour Rosa Parks, ou plutôt le début d'une nouvelle époque. Le geste de Rosa n'était pas anodin, et malgré qu'elle ne soit pas la première à subir ce genre d'injustice, ce fut une étincelle pour un grand mouvement de révolte. Son arrestation était la goutte qui faisait déborder le vase. Edgar Nixon, membre du NAACP, allait prendre sa défense et le Montgomery Improvement Association allait être fondé. Elle fut fondée par une cinquantaine de dirigeants afro-américains pour discuter des actions à mener à la suite de cet événement. Et un jeune pasteur peu connu à l'époque, mais que ce mouvement rendra célèbre, était élu comme président. Martin Luther King Jr. Rosa Parks was arrested because she refused to give up her seat for a white passenger. Mrs. Rosa Parks was arrested and taken down to jail, taken from the bus, just because she refused to give up her seat. Ce pasteur de 27 ans avait lancé une campagne de boycott des bus de Montgomery. Le mouvement avait 3 revendications immédiates. Que les blancs et les noirs puissent s'asseoir où ils veulent dans l'autobus, que les chauffeurs soient plus courtois envers tous les voyageurs et que des chauffeurs noirs soient engagés. King était déterminé à endurer cette résistance jusqu'au bout. Tous les Afro-Américains de Montgomery boycottaient les bus. La plupart marchaient à pied, se déplaçaient en vélo, les taxis conduits par des noirs faisaient des trajets au tarif du bus. Cette campagne avait duré exactement 381 jours. Le 13 novembre 1956 finalement, la Cour suprême des États-Unis statue par un arrêté que la ségrégation dans les bus est anticonstitutionnelle. Une première victoire pour les manifestants, mais ce n'était pas fini du tout. Rosa Parks allait devenir une icône pour le mouvement des droits civiques. Les conséquences étaient graves pour Rosa et Raymond. Les patrons racistes ne voulaient pas les engager, et sans un sou, ils étaient contraints de déménager à Détroit. Elle travaille là en tant que couturière, jusqu'à ce qu'elle rejoigne l'équipe du démocrate afro-américain du Michigan, John Conyers, à la Chambre des représentants des États-Unis. Ce ne sera qu'en 1964 que les lois ségrégationnistes Jim Crow seront abrogées par le Civil Rights Act, signé par le président américain Lyndon Johnson, qui déclarera illégale la discrimination reposant sur la race, la couleur, la religion, le sexe ou l'origine nationale. En 1965, ce sera au tour du Voting Rights Act d'être signé par le même président,
qui interdira cette fois les discriminations raciales dans l'exercice du droit de vote. Tous les citoyens, qu'ils soient noirs ou blancs, avaient désormais le droit de voter et pouvaient enfin vivre ensemble dans la société américaine. Rosa perd son époux en 1977 et 10 années plus tard, elle fonde avec son ami le Rosa et Raymond Parks Institute for Self-Development en l'honneur de son mari. C'est une sorte d'école où l'on explique aux enfants le mouvement des droits civiques qu'il y a eu aux États-Unis. Cette institution vise à motiver et éduquer les jeunes et les adultes dans le but d'un développement personnel et communautaire. Rosa Parks est devenue une figure emblématique de la lutte contre la ségrégation raciale aux États-Unis et elle sera reconnue comme étant la mère du mouvement des droits civiques par le Congrès américain. En 1995, à 82 ans, elle participe à la Million Man March qui avait rassemblé entre 400 000 et 1 million de personnes à Washington DC et qui était destinée à attirer l'attention des partis politiques sur la situation socio-économique de la communauté afro-américaine. Sa fin de vie est plutôt difficile. En 1994, elle fut la victime d'une attaque à main armée par un homme de 28 ans qui lui vola 53 $. Elle a dû se faire hospitaliser suite à cet incident. Par ailleurs, elle connut des difficultés pour payer son loyer et a même dû faire appel à l'aide de son église afin que son propriétaire cesse ses poursuites judiciaires. Rosa Parks quittait ce monde le 24 octobre 2005 à 92 ans. Sa dépouille est restée exposée pendant 2 jours dans la rotonde du Capitole des États-Unis pour un hommage public. Ce privilège était habituellement réservé aux hommes politiques et Rosa était la première femme à recevoir cet honneur. Ses funérailles ont réuni des milliers de personnes. On estime qu'il y a eu 60 000 Américains qui lui ont rendu hommage dans les premiers jours suivant ses obsèques. Le président américain avait décrété la mise en berne de tous les drapeaux le jour de son enterrement et de nombreuses personnalités ainsi que la classe politique tout entière lui ont rendu hommage. Les premières places des bus de Montgomery restèrent vacantes jusqu'au jour de son enterrement. On y avait placé une photo de Rosa Parks entourée d'un ruban et cette inscription: la société de bus RTA rend hommage à la femme qui s'est tenue debout en restant assise. Rosa a été honorée à plusieurs reprises durant sa vie. Elle a reçu en 1979 la médaille Spingarn par le NAACP, qui est un prix donné à un Afro-Américain chaque année pour sa contribution exceptionnelle. Elle a même reçu en 1994 un prix de la paix à Stockholm, puis la médaille présidentielle de la liberté des mains de l'ancien président Bill Clinton. Le magazine Time la nomme l'une des 20 plus importantes figures du XXe siècle. Je vous ai parlé aujourd'hui d'une personne exceptionnelle qui a su faire lever des masses tout en restant assise. Son acte, qui a en quelque sorte changé la destinée d'une nation, a été comme une étincelle qui a mis le feu dans une société inégale et discriminatoire. Aujourd'hui, il y a plus d'égalité en ce qui concerne les droits civiques, même s'il persiste d'autres problèmes dans la société. Avant de terminer cette vidéo, je voudrais vous conseiller un livre qui nous délivre un témoignage de la société des États-Unis durant la première partie du XXe siècle. Ce roman de la littérature américaine parle en fait d'un avocat qui est mis à l'épreuve pour défendre un noir accusé d'avoir violé une blanche et qui risque la peine de mort. Le titre du livre, c'est « Ne tirez pas sur l'oiseau moqueur ». Faites-moi savoir dans les commentaires si cette vidéo vous a plu et n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne. Prenez soin de vous et à la prochaine.